Dans cet épisode de Carnet de route, nous allons dans la région autonome du Tibet pour explorer les paysages luxuriants de Linzhi. Un voyage à travers une contrée choyée par la nature, durant lequel nous découvrons comment cet environnement a influencé la vie des habitants. Vous savez, le Tibet est un nom si emblématique. Il fait penser à des endroits comme d'immenses montagnes himalayennes, de pieux pèlerins faisant route vers Lhasa, et à quel point la vie est difficile sur le toit du monde. Mais c'est un cliché. Je veux vous montrer que la vie dans la région autonome du Tibet n'est pas aussi dure que vous le pensez. Je suis Tianjan, bienvenue à Carnet de route et bienvenue à Linzhi. Oubliez toutes vos idées préconçues sur le Tibet quand vous venez à Linzhi. Nichée dans le sud-est du Tibet, cette partie du plateau tibétain offre un fort contraste avec les autres. Ici, le paysage est luxuriant. Il est nourri par le fleuve Yarlung Tsampo et 300 jours par an de pluie. Tel est le paysage autour de Bayi. À 2 heures de vol de Chengdu, c'est le point de départ de notre aventure. Bien, l'une des premières choses que les gens font quand ils arrivent à Bayi, c'est de venir ici pour visiter le mont Bijou, qui est une sorte de montagne sacrée pour les bouddhistes tibétains et aussi pour les adeptes du Bon, qui est la religion indigène du Tibet. Ce qui est intéressant, c'est que les bouddhistes tibétains font le tour de la montagne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les adeptes du Bon le font dans le sens inverse. Si bien que si on continuait sur ce chemin, on pourrait voir des gens se rencontrer. Même s'ils ne marchent pas dans la même direction, le but est le même: accumuler du mérite et s'assurer une meilleure renaissance. Vous savez, j'ai vu quelques montagnes sacrées dans ma vie. Je ne veux pas me vanter, mais j'en ai vu. Mais quand j'ai vu ces montagnes, j'ai eu un autre sentiment. Quand vous voyez ce genre de montagne, il y a une puissance. Vous êtes subjugué, ou bien le respect vous réduit au silence. Mais ici, c'est différent. Ici, il y a une sorte de, je ne sais pas, on se sent apaisé. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon chez-moi, que cette montagne est ma divinité protectrice. Et voici mon chez-moi, et elle est là pour s'occuper de moi. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais c'est ce que je ressens. Nous y sommes. C'est la rivière amère de Linzhi, la rivière Niyang. C'est en fait l'affluent supérieur du Yarlung Tsampo qui, quand il descend vers le sud, en Inde, devient le Brahmapoutre. C'est ici que l'un des plus grands fleuves du monde et que le plus haut cours d'eau du monde, je suppose, commence. C'est absolument magnifique. Cette rivière nourrit tout à Linzhi. L'élément vital de Linzhi est son eau, et Tianjan veut la voir de plus près en faisant une croisière sur la rivière Niyang. En chemin, nous rencontrons encore des pèlerins Bonpo se rendant vers le mont Benju qui est proche, mais hélas, nous devons continuer. Ces arbres ont l'air vraiment bizarres, vous ne trouvez pas? En fait, ce sont des saules, mais ce n'est pas le genre de saule auquel on est habitué. Voyez ces sortes de tumeurs cancéreuses étranges. Elles n'ont aucune branche, car en été, quand la rivière Niyang est en crue, l'eau monte jusqu'au sommet où vous voyez ces branches qui sortent. Cela montre juste à quel point le niveau des eaux peut être différent ici selon les saisons. Ça, c'est voyager avec style, vous ne trouvez pas? On va donc prendre ce bateau genre sous-marin pour descendre le cours de la rivière Niyang et en été,
Quand l'eau est plus haute, vous pouvez faire les 60 km jusqu'à la ville de Pai, qui est à l'entrée du Grand Canyon de Yarlung Tsampo. Mais aujourd'hui, on va juste faire un circuit paysager et on a ces capitaines qui ont l'air très cool. La raison pour laquelle on porte ces gilets de sauvetage, même si je suis en train de cuire, je veux dire que j'ai 4 couches de vêtements sur moi. C'est que même si ce bateau est très stable sur l'eau, il faut être très prudent. On ne peut pas faire tout le chemin jusqu'au Grand Canyon de Yarlung Tsampo parce que l'eau est peu profonde à cette époque de l'année et on doit aussi suivre le cours de la rivière. On ne peut pas aller à contre-courant parce que, eh bien, je ne veux pas vraiment penser à ce qui se passerait. La rivière Nyang parcourt plus de 300 km depuis sa source dans les montagnes jusqu'à l'endroit où elle se jette dans le Yarlung Tsampo, dont elle est le plus long affluent. Ici, les eaux sont assez calmes, ce qui permet à notre bateau et notre guide de nous montrer les environs. Est-ce que les gens d'ici utilisent l'eau de la Nyang? Non, parce qu'on pratique les funérailles de l'eau dans le coin. Le site est d'ailleurs juste là-bas. Les gens boivent de l'eau de source des montagnes. Est-ce qu'on utilise encore le site pour faire des funérailles de l'eau? Oui, 3 ou 4 fois par mois. Le site est principalement utilisé par les familles les plus pauvres. La plupart des gens emmènent leurs défunts à Lhasa pour des funérailles célestes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de funérailles célestes ici? C'est principalement à cause du climat qui n'est pas bon pour les vautours. Vous ne pouvez pas avoir des funérailles célestes sans vautours. La rivière Nyang est-elle sacrée pour les habitants? Oui, c'est leur rivière mère. Ces eaux sont claires et symbolisent la pureté. À suivre, nous ferons un tour avec un moyen de transport plutôt rustique, admirerons des fleurs irrésistibles pour les photographes et entrerons dans un paradis blanc au sommet d'une montagne sacrée. Dans cet épisode de Carnet de route, nous allons dans la région autonome du Tibet pour explorer les paysages luxuriants de Linzhi. Un voyage à travers une contrée choyée par la nature, durant lequel nous découvrons comment cet environnement a influencé la vie des habitants. Pourtant, situé à l'extrémité orientale de l'Himalaya, Linzhi a beaucoup d'oxygène grâce à ses nombreux arbres. C'est une bonne nouvelle pour les pèlerins qui, souvent, marchent pendant des mois pour arriver ici. Dans de nombreuses parties du Tibet, les fruits et les légumes sont rares. À Linzhi, leur grande variété et leur prix abordable est aussi un changement bienvenu. Nous avons roulé 25 km depuis Bayi, ce n'est pas loin, pour venir ici au monastère de Lama Ling, qui est l'une des plus grandes et des plus importantes lamasseries près de Bayi. Et c'est le foyer du courant Nyingmapa, la secte des bonnets rouges du bouddhisme tibétain, l'une des plus anciennes. En fait, non, la secte est la plus ancienne. Cet endroit n'est donc pas seulement une destination touristique, mais apparemment, si vous venez ici pour prier, beaucoup de vos prières seront exaucées. Le supérieur de Lama Ling dit à Tianren que beaucoup de pèlerins viennent ici dans l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes. Il précise que ni lui, ni le monastère ne peuvent faire de miracle, mais que le long voyage donne ici aux gens le temps d'une réflexion personnelle. Souvent, quand ils arrivent, ils ont déjà résolu leurs problèmes. Lama Ling, dit-il, est un catalyseur, pas un remède. Vous savez, je pense que beaucoup de gens, y compris moi-même, pourraient être déçus à leur arrivée, parce que cette lamasserie est totalement neuve. Je veux dire que la dernière rénovation date des années 1980. Mais je ne pense pas que le neuf est nécessairement une mauvaise chose, parce que c'est la lamasserie de la branche la plus ancienne du bouddhisme tibétain, le courant Nyingmapa, dont l'histoire remonte à l'époque où le bouddhisme est arrivé au Tibet
au 8e siècle. La construction de quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau montre qu'il respecte toujours les vieilles traditions et que le vieux bouddhisme tibétain est encore en vie. On décrit souvent Linzhi comme l'un des berceaux de la civilisation tibétaine, ce qui ne veut pas dire que le voyage vers la Maling doit être forcément spirituel pour avoir un sens. Pour les touristes lambda comme Tianjan, voyager ici est une excellente opportunité de voir un aspect plus coloré du Tibet. Dans les zones tibétaines, vous verrez beaucoup ces sortes de couleurs. Elles sont en fait un peu voyantes et pourraient sembler un peu criardes pour certains, mais elles ont une importance particulière pour les Tibétains, en particulier à Linzhi. Ces couleurs sont des symboles. Si le bleu représente le ciel, le jaune ou l'orange, dans ce cas, sont la terre. Et puis vous avez le rouge qui est le soleil, le blanc pour les nuages et le vert pour l'eau. On voit ici l'influence du Bön, la religion indigène du Tibet, qui était plus axée sur la nature. Les gens respectaient, priaient et adoraient la nature. Et tout ceci nous renvoie aux temps anciens. C'est le matin et nous nous apprêtons à quitter Bai pour Lulang, à environ 80 km de là. Mais ce fermier attire l'attention de Tianjan. Bonjour. Qu'est-ce que vous plantez là? Est-ce que c'est votre tracteur? C'est parti pour un tour de manège. La plus grande différence entre Linzhi et d'autres régions du Tibet, c'est son abondance en eau qui permet aux habitants de cultiver les terres plutôt que de faire de l'élevage. Grâce au grand vent de l'océan Indien, Linzhi a un climat relativement chaud et humide, ce qui permet de faire pousser une grande variété de cultures ici. C'est un luxe énorme, car une grande partie du plateau tibétain se compose de montagnes couvertes de neiges éternelles et de steppes arides, bien trop glaciales pour l'agriculture et même pour les enterrements. Mon Dieu, c'est un peu comme faire un tour gratuit sur des montagnes russes. Ça remue pas mal quand vous êtes à bord. J'ai compris que c'est pas un tracteur à deux places, mais j'ai discuté avec cet agriculteur. Il m'a dit qu'avant, il utilisait des vaches, des taureaux pour labourer la terre. Puis, il les a vendus pour acquérir ce tracteur, et maintenant il plante une sorte de laitue qui, si tout va bien, sera récoltée en juillet. Et c'est lui qui mangera tout ça. Voilà pourquoi il est si mince. À première vue, cet endroit évoque le sud de la Chine, parce qu'on ne pense pas trouver ce genre de paysage ailleurs. On n'imagine pas vraiment la région autonome du Tibet avec des champs vallonnés de blé vert, mais encore une fois, c'est un autre aspect du Tibet que vous ne voyez pas si souvent. L'une des plus grosses attractions de Linzhi au printemps est son célèbre festival des pêchers en fleurs. Venez ici entre la mi-mars et la mi-avril et vous aurez la chance de voir des vallées entières devenir roses comme par magie grâce aux fleurs des pêchers sauvages. On dit que cet endroit est le paradis des photographes, surtout au printemps lorsque vous avez ces très belles fleurs de cerisier. Et à l'automne, lorsque vous avez du rouge et du jaune jusqu'en haut des montagnes. Mais Linzhi est assez unique en ce sens que vous avez ce genre de paysage tout au long de l'année. Donc si vous avez le temps, venez prendre la photo parfaite. Outre leur beauté, les fleurs de pêcher sont également très importantes dans la culture chinoise car elles sont associées à l'immortalité et à l'utopie. Il est temps pour nous de reprendre la route vers Lulang. Pour y arriver, nous devons passer le mont Setila. On ne peut s'empêcher de constater à quel point les conditions météorologiques changent.
On voit les fleurs du printemps, la chaleur de l'été et même le manteau de neige hivernal. C'est comme si on avait toutes les saisons en une seule journée. Nous sommes donc en route vers la ville de Lulan. Mais le temps ici est vraiment bizarre. Je veux dire que nous sommes au milieu du mois d'avril. C'est le printemps. Et regardez, on dirait qu'on n'est pas à la bonne saison, non? Cette montagne appartient à une partie de la chaîne de l'Himalaya qui regorge de paysages spectaculaires et de plaques de givre. Conseil à ceux qui conduisent, regardez bien la route. Waouh! Regardez ça. Je ne peux pas ouvrir les yeux parce que ça va m'aveugler. Mais regardez ça, vous savez, en chemin, à la vue de ces montagnes, j'ai pensé que ce serait génial de descendre à ski. Mais ensuite, on m'a dit que ce sont en fait des montagnes sacrées. Voici le mont Sedila, et nous sommes environ à 4300 mètres d'altitude. Nous sommes à proximité du sommet maintenant. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens viennent ici accrocher leur drapeau de prière. Ainsi, quand le vent souffle, les mantras qui sont écrits sur leur drapeau sont emportés par le vent et ils obtiennent un bon karma. Il suffit de regarder cet endroit, c'est incroyable. Et dire qu'on est au milieu du printemps. Waouh! La neige, ce symbole presque surnaturel de la pureté. Il fait incroyablement froid ici. L'endroit est aussi froid qu'il est beau. Et je suis si content d'avoir apporté mon passe-montagne et mes lunettes de soleil. Parce que sans ça, je serais congelé. Mes mains sont gelées. Et sans lunettes, je ne pourrais pas voir. Donc, à bon entendeur, assurez-vous d'apporter tout l'équipement adéquat. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai regardé ma montre et j'ai dit que l'altitude était de 4300 mètres au-dessus du niveau de la mer. En fait, ma montre avait tort. Elle indique maintenant 4392 mètres. Mais apparemment, à cette altitude, ces montres cessent d'être utiles. En réalité, nous sommes à présent à une altitude de 4720 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ma tête résonne comme un tambour. Mais ça en vaut la peine. Mais ça en vaut la peine. Vous voyez vous-même. À suivre, nous prendrons une grande bouffée d'air frais dans la célèbre mer des forêts de Lulang, ferons ripaille autour d'une marmite à fondu et prendrons le temps de profiter des plaisirs simples de la vie. Située à 3700 mètres d'altitude et couvrant environ 100 km², voici la célèbre mer des forêts de Lulang. Une étendue infinie de sapins, de pins et d'autres conifères. Vous avez une vue panoramique incroyable ici. On est en route vers la ville de Lulan et on vient juste de descendre le mont Sedila. On s'est arrêté ici sur cette plateforme d'observation parce que il suffit de regarder. Cette mer des forêts, c'est ce qui fait la célébrité de Lulan. Et ici, vous faites des photos qui ont la qualité des cartes postales. On nous dit que quand il fait chaud, des azalées fleurissent à travers toute la vallée. Si vous venez en juillet, les rhododendrons règnent sur le paysage. Au pied de la montagne se trouve la ville de Lulang. C'est un centre touristique bien développé, avec un large choix pour se nourrir et se loger. C'est une étape populaire pour les routards qui font la traversée du Tibet. Bonjour. On tourne une émission de voyage pour CCTV. On vous a vu et je voulais vous demander d'où vous venez.
On vient de partout. Moi, je suis de Beijing. Elle est du Sichuan. J'ai remarqué, et vous? Je suis du Fujian. Ah, je viens de Chongqing. Et où vous allez? À Motoa. Ah, je vois. Avez-vous fait tout le chemin en autostop? Oui. Et on a même reçu quelques cadeaux. Quelle générosité! Combien de jours vous faudra-t-il pour arriver à Motuo? Aujourd'hui, on va jusqu'à Bomi. Et vous allez planter vos tentes pour la nuit? Waouh, on se verra peut-être en chemin. Les jeunes, libres comme l'air. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du déjeuner et il y a un célèbre plat local qu'on doit essayer. Bien, nous venons d'arriver à Lulan. Vous pouvez voir que tout le monde s'attaque à cette marmite. C'est une spécialité de Lulan, qu'on appelle poulet à la marmite en pierre. La principale caractéristique, c'est que la marmite elle-même est faite à partir d'une pierre provenant d'un endroit appelé Motuo, dans une autre partie de l'Inje. Elle est faite à partir d'un seul bloc de pierre et contient 16 types de minéraux différents. Je ne peux pas vraiment tous les nommer. Mais à l'intérieur, ils mettent du poulet, du bouillon et de nombreuses herbes médicinales tibétaines différentes, comme des baies de goji, ce truc qui s'appelle pomme de Bouddha, quelque chose. Je ne pourrais pas le prononcer. Mais ça a des vertus thérapeutiques et c'est très fortifiant. Voici des morceaux de sonjon, une sorte de champignon qui pousse seulement à 3000 mètres d'altitude et qui est vraiment très précieux. On dit qu'il protège de la radioactivité. Je ne sais pas si c'est vrai. Et il agit aussi comme un agent anti-vieillissement. Donc, si j'en mets là-dedans, qui sait, nous deviendrons peut-être des surhommes. Super pouvoir mis à part, tous ces ingrédients nutritifs ont des principes actifs et Tianran ressort tout à fait requinqué. Non loin de la ville se trouvent les pâturages qui font aussi la réputation de Lulang. Heureusement, Tianran tombe sur un vieux gardien qui lui donne des explications. Nous sommes donc dans les célèbres pâturages de Lulang. Mais ce n'est pas la bonne saison. Les fleurs éclosent en été, mais vous avez beaucoup de bergers et d'éleveurs nomades ici. Ce charmant monsieur a remarqué que je me promenais seul là-bas. Comme il fait un peu froid, il m'a proposé d'entrer et de nous allumer un feu. C'est comme ça que vous allumez un feu? C'est tout simplement comme ça? C'était quoi cette chose métallique que vous avez utilisée pour allumer le feu? Ceci? Oh, c'est du caoutchouc. Ça vient de pneus, non? Je me demandais ce que c'était. Je pensais que c'était une sorte de matériau que seuls les bergers utilisent. Mais en fait, c'est juste un morceau de pneu de voiture. Ah, c'est vraiment astucieux. C'est écologique. Laissez-moi vous aider. C'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. J'ai surtout peur de... Ça y est. J'avais surtout peur de me couper la main avec ce couteau. Ça va comme ça? Je vais le mettre dedans alors. Oui, je ne suis peut-être pas fait pour ce genre de vie. Ce monsieur est évidemment très à l'aise ici. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il était le seul ici en ce moment. Parce que ce n'est pas la bonne saison pour faire paître ses troupeaux de yaks et de moutons. Tout le monde reste donc à la maison. Il est le gardien de ce lieu. Il est donc ici tous les jours pour s'assurer de la sécurité des troupeaux dehors, pour veiller à ce que rien de mal n'arrive ici. Il est un peu comme un ange gardien, quoi.
En traversant Lulang, on tombe souvent sur des petits villages tibétains pittoresques qui sont complètement hors des sentiers battus. Ici, dans le village de Jasigang, la vie suit son cours à un rythme immuable. Ici, il y a peu à faire, à part s'émerveiller sur la manière dont les eaux de l'Inje nourrissent ces terres fertiles et transforment cet endroit en havre de paix. Si vous aimez les fleurs, vous devez savoir quelle est cette espèce. En fait, le Lulang est célèbre pour ses alpages, mais à cause de la température et de l'altitude, la plupart des fleurs n'ont pas encore fleuri en cette saison. Mais si vous descendez, vous pourrez voir de grandes quantités d'azalées le long des routes. Magnifique, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude, si vous voulez voir des azalées en pleine floraison sur les montagnes, attendez juste quelques semaines de plus et elles seront prêtes. Quant à Tianjan, il est temps pour lui de retourner à Bai. Nous avons visité de nombreux endroits, mais nous avons à peine quitté le voisinage de la ville. Il y a encore énormément de choses à voir ici, alors rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous irons dans l'ouest de l'Inje.